Salut tout le monde, c'est Cananvos, et aujourd'hui je vais vous parler de l'épisode final de The Mandalorian. Après un épisode tout à fait sympathique où nous avons pu découvrir un Mayfield attachant, enfin nos personnages ont pu mettre la main sur la localisation du grand antagoniste de la série, le Moff Gideon et ses redoutables Dark Troopers. Ça annonce donc un grand épisode final, une mission de sauvetage épique. Ok, l'épisode commence donc avec nos héros qui abordent une navette impériale où se trouve le docteur Pershing, spécialiste dans le clonage. Après cela, le Mando et Boba se rendent dans une taverne pour trouver Bo-Katan pour lui demander son aide. Après une discussion et une bagarre d'enfants de CM2 entre Fett et Reeves, Bo-Katan accepte à la condition de lui céder le sabre noir et que Din Djarin accepte de l'aider pour reconquérir Mandalore. Après que toute la bande s'est réunie pour établir un plan grâce aux informations de Pershing, ils se rendent tous à bord du croiseur de Gideon mais se séparent en deux. Mando va chercher l'enfant pendant que le reste du groupe investisse les lieux. Tout se déroule comme prévu, Mando réussit à neutraliser les Dark Troopers et Bo-Katan et sa compagnie réussissent à prendre le contrôle du pont extrêmement facilement. Seul problème, Gideon n'est pas sur le pont, et il est dans la cellule où se trouve Grogu. Le face-à-face tant attendu se profile, le Mando demande à Gideon de lui laisser prendre Grogu et ce dernier accepte en prétextant qu'il n'a plus besoin de lui, il voulait juste de son sang, donc il pouvait le reprendre. Putain, c'est super cool de pas avoir fait un personnage en mode gneu je suis le méchant. Non, il a l'air raisonné et... Ah bah non, il attaque par derrière, bon, au moins on aura un grand duel. Donc le duel s'engage et ben on se fait chier. Enfin je veux dire la Corée est pas mal mais putain la mise en scène elle est éclatée. Bon bah du coup le Mando bat le grand Moff Gideon très facilement avec la lance au berserk qu'il a débloquée grâce à la quête FedEx qu'il a terminée quelques épisodes avant. Bref, il ramène le grand Gideon ainsi que Grogu sur le pont avec le sabre noir en main. Mais nouveau problème, le Mando a gagné le duel face à Gideon, ce qui fait de lui le propriétaire légitime du sabre. Ce que Gideon ne manquera pas de faire remarquer à Bo-Katan. Embarrassée, celle-ci refusa le sabre malgré l'insistance du Mando pour qu'elle le prenne. Non mais attendez... Elle refuse le sabre maintenant? Non, c'est quoi le délire là? C'est une blague. Genre, dans Rebels, elle n'a pas accepté le sabre des mains de Sabine peut-être? Bah si. It came to me so I could pass it to you. I accept this sword for my sister. For my clan. And for all of Mandalore. Bon, après certes, c'est pas le même contexte, mais cette façon simpliste d'utiliser ton grand méchant pour déstabiliser Bo-Katan, c'est une vulgarité. Mais franchement, regardez-le, on dirait le Joker à rire comme un con. Enfin bref. Donc elle refuse le sabre, mais pas le temps de tergiverser puisque vous vous souvenez des Dark Troopers? Bah en fait ils reviennent. Bah oui soyez pas surpris les gars. C'est pas comme s'ils étaient pas au courant que c'était des droïdes et qu'ils avaient des réacteurs au niveau des pieds pour voler. Ils sont tous devenus amnésiques dans cet épisode ou quoi? Du coup, ils s'enferment tous sur le pont pendant que les Dark Troopers se mettent en file de l'autre côté avant de taper sur la porte qui les sépare. Mais soudain, un X-Wing se pose dans le croiseur, ce qui manque pas de faire réagir Grogu. Est-ce le Jedi qui l'a contacté depuis la pierre du destin? Eh bien oui. Ce dernier muni d'une cape et d'un sabre laser vert ainsi qu'un gant noir à sa main droite commence à éliminer mollement un par un des Dark Troopers présents dans le vaisseau. Mais le suspense reste à son comble car on ne distingue pas son visage, blablabla. Bref, on a compris, c'est Luke. Mais bon, l'épisode a la fâcheuse tendance de vouloir garder le secret, on dirait, c'est bizarre. Donc, le Jedi Mystère continue de détruire sans aucune difficulté les Dark Troopers grâce à son sabre laser Black Series Force FX de chez Hasbro pendant, tenez-vous bien, 5 putains de minutes, avant enfin d'apparaître capuche baissée devant nos héros pour récupérer Grogu. Et donc voilà la meilleure scène de l'épisode, Din Djarin qui enlève son casque pour dire au revoir à Grogu pendant que celui-ci lui touche le visage pour la première fois. Hésitant à partir avec Luke, Grogu est encouragé par R2 qui accompagne le Jedi. Après un ultime échange de regards avec son papa, Grogu part avec Luke. Fin. Enfin non, pas tout à fait, car la série nous offre une scène post-générique où nous pouvons voir Boba et Fennec investir l'ancienne demeure de Jabba et tuer tous ses occupants qui annoncent une série pour fin 2021. Fin. Alors, je suis extrêmement énervé contre cet épisode. Déjà, la veille de sa sortie, quand j'ai vu que c'était Peyton Reed qui a réalisé cet épisode, j'ai eu très peur. Et pourquoi me direz-vous? Pour ça. Et oui, c'est de lui tous ces films. Vous voyez un grand film dans cette liste? Vous sentez un certain goût pour iconiser des personnages et pour filmer de belles scènes d'action? Non? Bah moi non plus. Et tiens, reprenons depuis le début. Gideon, grand méchant qui a le sabre noir, celui qui a exécuté la purge mandalorienne, avec ses Dark Troopers qui constituent une énorme menace. Et bien hop, en 2 minutes, au placard. Le duel qui s'annonçait, je cite, ce sera une bataille emblématique. Merci pour le fou rire. Maintenant, Luke Skywalker, oh là là. Alors déjà, je voudrais préciser, comme vous tous, à l'apparition du X-Wing, et dès les premières secondes où on aperçoit Luke, j'étais comme un fou. Mais bon, donner Luke Skywalker à un gars comme Peyton Reed qui n'a aucune véritable idée de mise en scène, c'est pas sérieux. Entre les 5 minutes molles du cul entrecoupées de plans de caméra de sécurité plus les FX oubliés, non mais sérieux, ils ont oublié de rajouter de l'effet sur les sabres là, c'est dingue. Et la musique éclatée par-dessus qui n'a aucun rapport avec le personnage, l'apparition de Luke est complètement désamorcée.
pour en plus nous dévoiler un visage aussi crépi que Jeff Bridges dans Tron l'héritage. Et puis c'est facile hein, t'as juste à faire remuer le cul de Luke à l'écran et hop, jackpot, tout le monde hurle de joie. Faut voir les réactions sur les réseaux sociaux, hein. C'est du grand n'importe quoi. The Mandalorian devient la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars depuis le retour du Jedi. Non mais sérieux, on nage en plein délire. Vous vous extasiez devant quoi là? Luke qui détruit des droïdes à tour de bras sans classe avec la rigidité d'un Vador pour faire référence à Rogue One? Mais oui, c'est ça. Ils se sont dit, tiens, on va faire un gros clin d'œil. Mais les gars, c'est pas parce que ça fonctionne avec Vador que ça fonctionne avec Luke, hein. Si Vador se bat comme ça, c'est uniquement à cause de sa condition physique. Et puis, la scène 10 fois plus travaillée dans Rogue One qu'ici. Luke est censé être au meilleur de sa forme. Là, je sais pas, si vous voulez faire des références à son paternel, bah, il y a Anakin d'épisode 3, mais aussi de The Clone Wars. C'est compliqué de nous faire des jolies chorégraphies. Non mais, parce qu'un Jedi qui dissout un bataillon de droïdes, on a déjà vu ça 100 fois dans l'univers Star Wars, et c'était souvent plus classe. T'as l'opportunité d'avoir Luke post-épisode 6, et tu nous donnes une scène aussi banale. Non mais parce que ce qu'il fait là, Obi-Wan de l'épisode 1 fait la même. Prenons The Last Jedi. On peut tout lui reprocher, sauf de savoir iconiser Luke Skywalker quand il le faut. Avec le peu de fois qu'il utilise la force, ça pue toujours la classe. On sent que le type est pété et extrêmement puissant dans la force. Ou même tiens, ça. Vous voyez, on est dans le même genre de contexte. Un couloir d'ennemis qui te sépare de ton objectif. Stay behind me. Et voilà, un trailer de 2016 qui te met à l'amende tout ce que fait Lucasfilm depuis 5 ans. Et va pas me dire, oui mais les Death Troopers ils n'ont pas de sabre laser. Alors oui, certes, mais qui les empêche d'avoir des vibrolames? Je rappelle que les droïdes commando de la guerre des clones en possédaient un. Je sais que j'ai l'immense opportunité de ramener Luke. Je sais pas, je prépare le terrain pour que son apparition soit folle. Putain, même dans The Clone Wars, ce genre de scène est plus stylé. Là, moi je vois juste un simple Jedi qui détruit des droïdes. C'est tout. C'est si difficile de faire ça? Alors oui, ça prend du temps, oui c'est du boulot, mais merde, c'est Star Wars. Comment se contenter juste de ça? Pourquoi applaudir et donner la note de 10 sur IMDb? C'est dingue. Des fanfilms Star Wars sont plus ambitieux que ce qu'on a pu voir. Le stop motion de mon pote fait avec des figurines de 10 cm est plus ambitieux que ce qu'on a pu voir. Mais allez-y, continuez à promouvoir ce genre de choses, à applaudir et vous prosterner devant ça, et Lucasfilm ira tout droit dans le mur et reniera ses valeurs, pas de problème. Vous savez les gars, c'est pas parce qu'on a été tous plus ou moins surpris de voir Luke Skywalker à la fin que ça en fait un bon épisode. Vous avez juste à comparer l'apparition de Ahsoka qu'on attendait et celle de Luke. Le gouffre est énorme. Mais zéro problème, hein, Peyton Reed a surpris tout le monde. Et bah vous savez quoi, vous avez raison, il m'a surpris, ce qu'il a fait, c'est un énorme gâchis. Sérieux, il a fait quoi de si génial que quelqu'un d'autre n'aurait pas fait pour cette scène? Une scène en caméra épaule avec un rail sur une caisse? Quelle idée visuelle mérite qu'on s'y attarde, sérieux? Après, heureusement, tout n'est pas à jeter, hein, comme ce plan-là avec le Save-One. Mais de toute façon, tu mets le Save-One en image, c'est toujours stylé. Et surtout, comme dit plus tôt, la séparation de nos deux protagonistes principaux. Simple, mais efficace. D'ailleurs, merci à l'épisode 5 de m'avoir définitivement fait croire en gros goût, car je ne vous cache pas que jusqu'à ce moment-là, je m'en battais un peu les couilles de l'enfant. Comme quoi, donner un peu de contexte et d'épaisseur à un personnage peut faire toute la différence, sauf si elle est complètement artificielle. Un Rey. Enfin bref, plein de promesses, mais de mon point de vue, très mal géré. Et en fait, ça vaut pour la saison entière globalement. Si on veut faire un bilan, on commence avec l'épisode 1. Plein d'ambition, mais fort peu intéressant. Un épisode 2 inutile au possible, mais joli visuellement. Un troisième épisode beaucoup plus intéressant avec l'arrivée de Bo-Katan qui donne un vent de fraîcheur au show. Un quatrième que j'ai presque oublié tellement c'était anecdotique. Un épisode 5 qui sauve à lui tout seul cette saison, sérieux. Une véritable déclaration d'amour à Ahsoka et au cinéma qui a influencé Star Wars tout en donnant une vraie profondeur à Grogu. L'épisode 6 qui avec de grandes ambitions se casse la gueule car trop précipité à mon goût, mais je préfère ça à un épisode 4 complètement vide mais réussi visuellement. Et puis il faut dire que le retour de Boba était franchement réussi. Et un avant-dernier épisode qui certes n'a pas l'étoffe d'un avant-dernier épisode, mais qui reste tout de même intéressant et qui pareil réussit à nous attacher à un personnage pour lequel je ne pensais jamais m'attarder. Et puis merde, regardez la force comique de cet échange de regards, sérieux. Bref, pas encore convaincu à 100% par The Mandalorian, mais j'ai très hâte de voir la suite. Et oui, parce que la saison 3, ça sera sûrement la reconquête de Mandalore et le conflit entre Bo-Katan et Din Djarin par rapport au Darksaber. Bref, tout ça risque d'être fort intéressant, ainsi que toutes les séries Star Wars qui sont annoncées. Mais bon, moi je vais m'arrêter là, et je vous dis à la prochaine pour je ne sais quel projet. Abonnez-vous si vous avez apprécié, bonne année, et salut!